Les Vases d'Ussé, tome 2, Le clan Vasse s'agrandit, suite. Mercredi 5 juillet 2000. Le voyage de noces était terminé depuis un peu moins de 2 semaines. Laurent était venu les chercher à l'aéroport et les avait déposés chez eux. Pendant le trajet, il avait remercié Éléonore des conseils donnés à Gabriella. Elle avait tout de suite compris de quoi il parlait et avait souri à François, qui lui aussi avait bien capté le message. Le frère de François n'aurait pas à attendre trop longtemps pour revoir sa bien-aimée. La jeune Italienne devait arriver le 9 juillet, et Laurent repartirait le 15 avec elle à Rome pour les vacances. Si le planning d'Éléonore ne posait pas de problème pour profiter du cadeau offert par Max pour son anniversaire, François avait dû aménager son emploi du temps pour pouvoir l'accompagner au concert du 24/7 Tour de Tina Turner au Stade de France ce 5 juillet. De toute façon, sans lui, elle n'y serait sans doute pas allée. Pour elle, il était hors de question d'y aller avec quelqu'un d'autre, même sa meilleure amie. Quant à François, il voulait être là pour la protéger. La première partie était assurée par John Fogerty, du groupe Creedence Clearwater Revival, à 19h15, et Tina n'apparaissait qu'à 21h30. Malgré leur fatigue liée aux effectifs hospitaliers réduits pendant l'été, pour rien au monde, il n'aurait voulu rater ce concert de la Mamie du Rock, peut-être le dernier en France. Non seulement Éléonore adorait Tina, mais elle avait été bercée plus jeune par les titres de CCR et d'Elvis Presley que son père écoutait à longueur de journée. L'entrée de Tina avait été fracassante sur I Want to Take You Higher. Elle était apparue moulée dans une tenue noire et ses éternels talons aiguilles, avec ses danseuses, juchées sur une passerelle qui rejoignait ensuite le niveau de la scène principale. Elle avait enchaîné avec Absolutely Nothing Changed et d'autres titres, dont River Deep, Mountain High et We Don't Need Another Hero. Les musiciens et les choristes avaient continué à échanger avec le public pendant que Tina changeait de tenue. Les danseuses étaient ensuite rentrées en premier pendant l'introduction du titre suivant, et Tina était apparue sur scène vêtue de blanc pour le Private Dancer de Mark Knopfler. La voix rauque, qu'Éléonore adorait, avait ensuite poursuivi avec la reprise soul de Let's Stay Together de Al Green, dans une version intimiste. Sur cette chanson, François l'avait fait danser sur place, en la serrant tout contre lui. Avec What's Love Got to Do With It, Tina avait emballé la salle et l'avait fait chanter d'abord par les femmes, puis par les hommes. La star avait réapparu, vêtue de noir, pour la seconde partie, avec une invitation à un passage acoustique informel, constitué de 4 chansons. La première avait été une lente et magnifique reprise du Help des Beatles, en ballade soul teintée de gospel, chantée avec nuance et émotion autour d'un solo de saxophone. Son interprétation avait donné des frissons à François et Éléonore. Ça avait été un grand moment, le plus émouvant du concert. Sur cette chanson, les jeunes mariés avaient dansé un slow sur place, ondulant ensemble. Les effets spéciaux avaient ensuite surgi de tous les coins, et Tina, qui avait revêtu une mini-robe noire, avait entonné une superbe reprise d'Otis Redding, I Heard It Through the Grapevine, puis elle était apparue fidèle à son image de chanteuse rock, et le show avait explosé avec la reprise de Robert Palmer, Addicted to Love, suivie de The Best, la chanson endiablée qui avait fait danser tout le stade. La voix de la star et son énergie indomptable rayonnaient. Même son physique ne semblait pas être affecté par l'âge. Après ces titres mythiques, Tina avait présenté ses musiciens, ses choristes, ses danseuses, son ingénieur du son, son manager et quelques autres, et était arrivé le moment que tout le monde attendait, la chanson qui n'avait besoin d'aucune introduction. La star, moulée dans sa robe noire, s'était lancée dans le monologue d'ouverture avec son célèbre jeu de jambes, ses mouvements des hanches et des bras, avec ses danseuses. C'était Proud Mary, avec cette partie lente à démarrer, avec tous ces mouvements de danse qui étaient les meilleurs moments visuels, qui finissaient ensuite par exploser avec frénésie. Cette version de 11 minutes avait été acclamée au moment où elle avait commencé à chanter « Left a good job in the city, working for the man every night and day ». Passant ensuite à la vitesse supérieure avec une énergie incroyable. Éléonore connaissait la chorégraphie par cœur. Pour Nutbush City Limits, dédié à sa ville natale,
Tina avait poussé le public à répéter Not Bush à plusieurs reprises, alors qu'elle parcourait la scène de droite à gauche, puis d'une nacelle qui commençait à s'élever lentement en demi-cercle au-dessus de la foule. Un moment grandiose de communion, avec 15 000 personnes hurlant pendant 10 minutes le nom de cette petite ville du Tennessee. Puis était arrivée la dernière chanson, 24/7, à la fin de laquelle elle était descendue un moment dans le public. Tina avait quitté la scène sous un tonnerre d'applaudissements interminables. Difficile d'imaginer tant de vitalité et de punch. Ce concert, où Tina avait chanté pas moins de 21 tubes, s'était terminé vers minuit et demi. Le show avait été de toute beauté, avec de superbes choristes, des danseuses extraordinaires avec des chorégraphies explosives et une Tina fabuleuse. Elle avait même fait mieux qu'à Amsterdam en 1996, avec des moments acoustiques, beaucoup d'émotion et de sensualité. Éléonore et François attendirent un peu que la foule se disperse. Le téléphone de la jeune femme vibra. Elle y jeta un œil rapide et sourit. Elle prit la main de François. « Suis-moi. J'ai quelqu'un à te présenter. » Qui allait-elle donc lui présenter? Certainement d'anciens amis danseurs. Il se laissa entraîner vers les coulisses. Un agent de sécurité les arrêta, mais un homme l'interrompit dans son élan. « Ces personnes sont attendues. Vous pouvez les laisser passer. »« Bien, monsieur Bach. »« Suivez-moi. Vous n'avez pas changé, Éléonore, dit l'homme. Tina vous attend. » François regarda sa femme avec étonnement. Elle lui répondit avec un grand sourire. « N'aie pas peur. Elle ne va pas te manger. »« Elle est végétarienne, lui dit-elle tout bas. » Bach les fit entrer dans la loge de la star, qui les accueillit avec son sourire légendaire. Elle étreignit Éléonore et serra la main à François. « Je suis contente de te revoir, Élie. Le concert t'a plu ? Génial. Les années ne semblent pas avoir de prise sur toi. Et pourtant, les années passent, et très vite. Et toi, la danse au niveau professionnel ne te manque pas ? Non, j'ai vite compris que le monde du showbiz n'était pas pour moi. C'est bien pour ça que j'ai tout arrêté après la tournée de Prince. Mais je danse toujours en amateur, avec de temps en temps quelques showcases. Je te comprends. Moi aussi je songe à me retirer. J'aspire à une vie tranquille désormais. Mais, plus important, je vais enfin connaître le beau médecin qui fait battre ton cœur. Oui, depuis le temps que je t'en parle, je te présente mon mari, François. Je suis enchantée, Tina, répondit l'intéressé, tout en gardant Éléonore enlacée. Les regards entre eux révélaient tout leur amour, et cela n'échappa pas à Tina. Vous formez un très beau couple, et très amoureux manifestement. Oui, et bientôt parents, dit Éléonore. Félicitations, ma chérie, dit Tina avec chaleur, en l'étreignant. Mais dis-moi, ça ne se voit pas vraiment. Non, je ne suis enceinte que de 2 mois. Surtout, préviens-moi quand ce bébé sera là. Je n'y manquerai pas. Et merci pour tout, Tina. Tu es mon plus beau souvenir en tant que danseuse dans le showbiz. Grâce à toi, je me suis mise au yoga et à la méditation et je continue depuis cette époque. Et maintenant avec François. La méditation nous a aidés à tenir le coup lorsque François est parti en mission humanitaire au Kosovo et que nous étions séparés. Elle permet de conserver une force mentale pour surmonter tous les obstacles. Tu prêches une convaincue, Élie. Je sais, nous allons te laisser, car tu as besoin de repos. D'ailleurs, nous aussi, car nous travaillons tous les 2 demain matin. Merci de nous avoir reçus, Tina. J'ai été ravie de te revoir et de faire la connaissance de ton François. L'amour irradie autour de vous. Et en plus, vous avez choisi des métiers où la compassion et la tolérance ne sont pas de vains mots. Surtout, Élie, nous gardons le contact. Elle les étreignit tous les 2. Bach les raccompagna vers la sortie. Au revoir, Erwin, et merci. C'était un plaisir de vous revoir, Éléonore. Au revoir tous les 2 et bon retour. Le temps de quitter le Stade de France et de faire le trajet Saint-Denis-Rouen, ils se couchèrent à 2 heures du matin, fourbus, mais enthousiasmés par le concert et encore plus avoir rencontré Tina, dont l'authenticité et la chaleur avaient séduit François. Ils s'endormirent l'un contre l'autre, sans demander leur reste. Quand Max apprit le lendemain matin que Tina les avait conviés dans sa loge, il n'en revint pas. Grâce à son cadeau d'anniversaire, ils avaient été reçus par la grande Tina Turner. Elle les avait serrés dans ses bras. Quels vénards tous les 2. Lundi 10 juillet 2000. Depuis le retour d'Italie,
Éléonore et François avaient axé leurs préoccupations sur leur bébé. Éléonore avait vu son médecin traitant pour la première consultation afin de faire la déclaration de grossesse. Et il avait fallu prendre rendez-vous pour la première échographie. François avait insisté pour qu'elle soit réalisée au CHU et qu'Éléonore soit suivie par Christine Morin, vu son antécédent de fausse couche tardive. Ce lundi allait être leur premier rendez-vous avec leur bébé. Éléonore était toujours aussi mince, son ventre était encore plat, seul indice, comme lors de sa première grossesse, ses seins plus sensibles et dont le volume avait légèrement augmenté. Elle se sentait en pleine forme, ni fatiguée, ni nauséeuse et n'avait rien changé à ses habitudes. Elle était toujours aussi active au travail et continuait à danser. Ils purent enfin voir leur bébé. Comme Carla, il remuait dans tous les sens. Il bougeait les bras et les jambes. François et Éléonore se regardèrent émus. Tous deux pensaient à leur bébé perdu 6 mois auparavant et se sentaient un peu anxieux. L'un comme l'autre ne voulait surtout pas revivre ce traumatisme. Ce bébé qui gigotait leur rappelait à tous les deux ce que François avait pensé la première fois. Une future danseuse, comme sa mère. La conception avait vraisemblablement eu lieu autour du 1er mai. La date de l'accouchement devait se situer vers le 29 janvier. Éléonore serait proche du terme pour les fêtes de fin d'année. Leur bébé allait bien, c'est ce qui leur importait. Mais dans leur esprit à tous les deux, il y avait un cap à passer pour devenir plus serein. La peur d'une fausse couche était très présente, même si ce qui était arrivé avait été lié à un accident. Il ne leur restait plus qu'à l'annoncer aux grands-parents et aux oncles. Ils auraient voulu attendre encore 1 mois, mais Chiara, Laurence et Sarah savaient déjà. Alan Wilson avait tenu parole. Il avait envoyé les photos réalisées à Venise et devait passer voir ses modèles le 13 juillet. Ils avaient visionné toutes les photos et n'en avaient vu aucune qui pouvait poser un problème. Afin d'avoir des avis extérieurs, ils avaient invité leurs parents respectifs. David était en Écosse et Sophie était en vacances. Mais Louis et Laurent, avec Gabriella, arrivés depuis le matin, ainsi que Sarah, Max et Steph, n'allaient pas tarder. Éléonore avait tout préparé pour un apéritif dînatoire. Sarah et Max arrivèrent les premiers, suivis d'Evas avec Gabriella et des parents d'Éléonore. Steph devait venir un peu plus tard, après son dernier cours du stage d'été qu'il avait organisé avec certains de ses collègues. En l'attendant, François servit un verre aux invités présents et avec Laurent prépara l'écran et le vidéoprojecteur. Quand Steph fut présent, François et Éléonore purent leur annoncer la grande nouvelle. « Nous vous avons demandé de venir ce soir pour 2 raisons, dit François. La première, c'est qu'Éléonore est de nouveau enceinte, pour notre plus grand bonheur, après ce qui s'est passé en début d'année. Notre bébé devrait arriver fin janvier. » Tous les félicitèrent, conscients de ce que cela ravivait en eux et des craintes qu'ils pouvaient ressentir. Laurent expliqua brièvement à Gabriella ce qui s'était passé en début d'année et le traumatisme qu'Éléonore et François avaient dû surmonter. « Et la deuxième raison ?» demanda Louis. « Lors de notre séjour à Venise, nous avons rencontré Alan Wilson, dit Éléonore. « Wilson, le photographe américain ?» dit Laurent. « Oui, celui-là. Tu le connais ?» demanda François. Le médecin avait oublié la passion de son frère pour la photo. « Tu parles. C'est un photographe de renommée internationale qui a publié plusieurs ouvrages. Il fait des expos dans le monde entier. » Bref, ce photographe nous a suivis pendant tout notre séjour, sauf dans notre chambre, heureusement, et à notre insu. Il nous l'a avoué le dernier jour, continua Éléonore. « Au niveau éthique, ce n'est pas top, dit Max. Je ne te le fais pas dire. J'ai été très gênée de cette violation de notre vie privée. Cependant, toutes ces photos ont été prises dans l'espace public, donc rien à dire. Mais nous avons exigé d'avoir tous les clichés et d'être consultés pour le choix de ceux qu'ils sélectionneraient. Donc, nous avons décidé de vous demander votre avis sur ces photos, ajouta François. Car Alan Wilson vient nous voir le 13 pour connaître notre décision. La séance de projection des centaines de photos commença donc. Ils purent tous suivre ce que le couple avait fait pendant son séjour à Venise, comme s'ils avaient été présents. Venise était mise en valeur à travers les 2 amoureux, mais ce cadre mettait aussi leur amour en évidence. Wilson avait su les saisir dans des échanges du quotidien, mais il avait surtout réussi des clichés touchants et émouvants, des images vraies,
un témoignage authentique de leur amour et de leur histoire. Il avait créé de la magie et avait mis le couple en lumière en jouant avec les éclairages, les décors environnements et leurs expressions. Il avait capturé les moments de passion, les moments de tendresse et leur fou rire. En fait, Wilson avait saisi tous ces moments dans un style documentaire pour raconter leur journée à travers ces clichés naturels et pleins d'émotions. Il avait immortalisé des instantanés de leur vie. Certaines photos étaient en couleur, d'autres en noir et blanc, ce qui renforçait l'impact visuel des images et leur donnait encore plus d'authenticité et une atmosphère intemporelle. Le risque de photographier des amoureux dans une ville comme Venise était de tomber dans le cliché. Il n'avait pas fait que réaliser des clichés beaux à regarder de la ville, des monuments, du couple d'amoureux. Il racontait leur histoire, il avait saisi des fragments de leur vie. « Waouh, il n'y a rien à jeter, toutes ces photos sont sublimes, dit Laurent. Et ces photos de danse de nuit sur la place Saint-Marc, c'est magique, dit Steph. Vous avez vraiment dansé chaque soir ? Eh oui, Steph, ça nous a pris quand nous avons entendu Stand By Me le premier soir. Et ensuite, c'est devenu notre rituel, répondit Éléonore. Et toutes ces robes magnifiques, tu les sors d'où ? Demanda Sarah. À part la robe bleu nuit que j'ai achetée, toutes les robes de cocktail sont des cadeaux que m'a fait un ami couturier de Steph quand j'ai défilé pour lui il y a quelques années, à l'époque où j'ai fait un peu de mannequinat et des photos de mode. Et ces photos en gondole au coucher du soleil ou dans ce palais vénitien, c'est vraiment super, dit Laurence. C'est vrai que nous nous étions rabattus sur le Palazzo Barbarigo Minotto parce que le théâtre de la Fenice était toujours en travaux, mais nous n'avons pas regretté, dit François. Moi, celles que je préfère, François, ce sont celles où tu es derrière Éléonore dans l'eau ou allongé près d'elle et que tu caresses son ventre, dit Chiara. Et le portrait de Dirty Dancing dans l'eau, chapeau, François, dit Steph. Il y en a quand même une qui peut prêter à confusion, mais c'est parce que je vous connais, dit Louis. Ah oui, laquelle ? Demanda François. Celle où Éléonore est agrippée à ton cou quand vous êtes dans l'eau et où vous vous embrassez. Je suis quasiment sûre que vous l'avez fait. François et Éléonore se regardèrent en souriant à ce souvenir. Tu ne me croiras peut-être pas, petit frère, mais non, nous ne l'avons pas fait. Nous avons failli, mais nous avons résisté à la tentation. Et quand vous vous embrassez dans la ruelle obscure sur une des premières photos, demanda à son tour Max. Il y a l'air d'y avoir des renfoncements propices à... Joker, dit François. Ça signifie qu'ils l'ont fait, dit Max, content de lui. Ce que je me demande, c'est... Où était le photographe pendant ce temps ? Bon sang, tu as raison, Max, réagit Éléonore. Et en plus, sa chambre était voisine de la nôtre. Et s'il avait tout entendu quand... Non, je préfère ne pas y penser. Je lui ferai cracher le morceau quand il viendra. Je veux en avoir le cœur net. Elle se sentait vraiment mal à l'aise à l'idée qu'il ait pu entendre leurs ébats amoureux. Au moins, il avait eu la décence de ne pas prendre de photos à caractère trop érotique. Mais à part cette scène dans la ruelle, il n'y en avait pas eu d'autre. Elle chassa ces idées qui la perturbaient et invita tout le monde à se restaurer tout en continuant à discuter. François recentra le débat sur leur objectif. Donc, parmi ces photos, pensez-vous que certaines doivent être éliminées ? La réponse fut unanime, aucune ne méritait d'être jetée. Dans tous les cas, vous aurez un superbe album souvenir, dit Jacques. Au passage, je vous conseille de demander à Wilson de vous dédicacer des photos papier, dit Laurent. D'ici quelques années, elles vaudront de l'or. Comme ça, si un jour vous êtes dans la dèche, vous pourrez toujours en vendre une ou deux. Par exemple, certaines photos de photographes célèbres comme Doisneau se vendent jusqu'à 18 000 francs. Et qu'il dédicace aussi le bouquin. Jeudi 13 juillet 2000. Il était 19h. Wilson venait d'arriver avec une demi-heure d'avance. Il avait été accueilli par François. Éléonore était encore au studio de danse, quasi désert pendant les vacances scolaires. Le photographe émit le souhait d'aller au studio pour voir la jeune femme danser. Le jeune médecin l'accompagna, lui demanda de se déchausser pour entrer dans la salle. Éléonore travaillait sur une chorégraphie sur Frozen, pas encore terminée. Ils en virent donc juste un extrait. Elle ne les avait pas vus et enchaîna sur I'm Kissing You. Deux styles très différents. Alan Wilson paraissait subjugué. Ce n'est qu'à la fin de sa chorégraphie qu'elle les vit enfin.
Elle fut surprise de voir le photographe dans le studio et vint le saluer. Elle enlaça ensuite son mari qu'elle avait quitté à 14h30. Elle enfila rapidement ses baskets et un t-shirt ample par-dessus son académique et regagna le duplex avec eux. Vous voir danser m'a donné des idées pour de prochaines photos. Jusqu'alors, je ne m'étais jamais intéressée au monde de la danse. Mais aujourd'hui, j'ai envie de saisir certains mouvements, certaines attitudes. C'est un vaste programme, car il y a énormément de styles de danse. Classique, contemporain, jazz, hip-hop, street dance, danse de salon en tout genre, danse sportive, danse orientale et diverses variantes, Bollywood, danse africaine, danse tahitienne hawaïenne, danse traditionnelle de divers pays, et j'en passe. Vous avez le choix. Je suis sûre que l'Alvin Ailey American Dance Theatre serait un vivier de photos pour vous. En plus, c'est juste à côté de votre domicile. J'y songerai, répondit-il. Ils discutèrent ensuite des photos de Venise autour d'un verre. Wilson fut ravi qu'aucune photo ne soit à supprimer. Il avait préparé un document d'autorisation de publication. On ne pouvait parler de contrat qui n'aurait pu s'appliquer qu'à des modèles professionnels, ce que n'étaient ni Éléonore ni François. Et ils ne le souhaitaient pas. Ce qui les préoccupait, c'était uniquement leur droit à l'image. En revanche, Éléonore fit part de leur demande. Avoir des photos version papier dédicacées de leur choix et un exemplaire du livre également dédicacé. Le photographe américain accepta avec joie de satisfaire cette demande. Si vous le permettez, Éléonore, ainsi que vous, François, je vous contacterai le jour où je reviendrai dans votre charmante ville. Si j'ai bien compris, il y aura un rassemblement de voiliers de nouveau en 2003. Peut-être y viendrai-je faire des photos. Et j'en prendrai de vous, mais rien que pour vous. De toute façon, je vais vous recontacter pour le livre. Je vous tiendrai au courant des différentes étapes. Nous serons ravis d'avoir de vos nouvelles et de vous accueillir de nouveau, dit François. Bien, Mr. Wilson, vous allez dîner avec nous, dit Éléonore. Je ne voudrais pas abuser. J'ai anticipé. Tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à passer à table. J'espère que vous aimez la cuisine française, Mr. Wilson. Absolument, mais appelez-moi Alan, s'il vous plaît, même si j'ai l'âge d'être votre père. Entendu, Alan. La sonnette retentit. Quand François alla ouvrir, il se retrouva face à son frère Laurent, accompagné de Gabriella. « Salut, frangin, surpris de me voir, on dirait. »« Oui, évidemment, mais allez-y, entrez tous les deux. Tu viens nous voir ou tu viens pour Alan Wilson ?»« Les deux. » Laurent et Gabriella embrassèrent Éléonore, et François leur présenta le photographe américain. « Je vous présente Mr. Wilson. Alan, voici mon frère Laurent, et Gabriella, sa compagne. Le tout va être de savoir dans quelle langue nous allons échanger. Anglais ou italien, Gabriella ? En anglais, ça me va. Si je bloque, je repasserai à l'italien, tu traduiras. François resservit un verre à tout le monde en attendant qu'Éléonore finisse de préparer la table pour 5 et non plus pour 3, aidée de Gabriella. Après avoir dégusté un menu typiquement normand, ils passèrent la soirée à parler de photos, de Venise et de New York. Alan Wilson s'intéressa aussi beaucoup à la danse. Un nouveau monde s'ouvrait à lui. Il fourmillait d'idées et avait bien l'intention de solliciter Éléonore. Elle ne se gêna pas pour lui donner d'emblée son avis sur son projet. C'est complètement un autre style de photo que celui pour lequel vous êtes connu, Alan. La danse est un univers fascinant, mais pas si facile à photographier. Les danseurs sont des perfectionnistes et ils veulent généralement que leurs photos montrent une technique parfaite, comme un pied bien tendu, le bon moment dans un saut, un tour ou un mouvement rapide, un développé de jambes à son maximum, un port de bras gracieux par exemple. Cela signifie connaître les pas, les mouvements et les positions. Ce que je voudrais, c'est retranscrire l'émotion des danseurs, avoua Wilson. L'idée m'est venue quand je vous ai vu danser tout à l'heure, sur vos 2 chorégraphies, et encore plus sur la seconde. C'est une excellente idée. Beaucoup de photographes mettent en scène les danseurs sur scène ou en studio. Mais les danseurs racontent avant tout une histoire, et c'est cela qu'il faudrait pouvoir retranscrire en photo. Et pourquoi pas sortir les danseurs de ballet, par exemple, de leur milieu habituel, pour les mettre en scène dans des décors urbains ou ruraux. François observait, avec une admiration non dissimulée, sa femme qui se jetait avec passion dans la discussion avec le photographe.
Son visage s'était illuminé, ses yeux brillaient d'un éclat particulier. Lorsqu'elle avait affirmé que les danseurs racontaient une histoire, il avait immédiatement pensé à la chorégraphie qu'elle lui avait dédiée, aux émotions qu'elle avait exprimées à chaque fois qu'elle l'avait dansée. Il est vrai que la danse, c'est la beauté des corps et la perfection des figures. La difficulté, c'est de retrouver en photo la même grâce dans le mouvement réduit à l'instantané, admit Alan Wilson. Vous évoquez l'esthétique pure, mais ce qui est plus mystérieux en danse, c'est le travail des danseurs, leurs efforts et les joies que leur procure chaque progrès. Quand vous parlez d'émotion, moi j'imaginerais des clichés qui restituent un regard, une larme, un sourire, un tutu qu'on ajuste ou un chausson qu'on lasse, comme autant de fragments d'émotion de cet art aussi difficile que merveilleux qu'est la danse. Je suis d'accord avec vous. Mon ambition serait de mettre en lumière les danseurs à travers mon objectif, leurs mouvements, leur corps, mais avant tout leur personnalité et leur âme. Nous en reparlerons car j'aurai besoin de vos conseils. J'ai mené ma petite enquête sur vous, Éléonore. Je connais bien votre parcours. Tous les articles sur vous, lorsque vous étiez encore dans le circuit, évoquent vos premières places aux concours nationaux et internationaux que vous avez squattés un bon moment. Votre médaille d'or à Varna, comme le Grand Prix de Lausanne ou le premier prix au concours international de Paris, en sont les meilleurs exemples. Vous avez quitté la danse professionnelle, mais vous faites partie des danseuses les plus titrées au monde. Même parmi les danseuses étoiles du Ballet de l'Opéra de Paris, aucune n'a gagné ces 3 concours prestigieux. Et pour cela, vous êtes certainement la personne la plus qualifiée pour me guider dans ce milieu encore inconnu pour moi. Ce sera avec joie, Alan. J'ai aussi encore quelques relations dans ce milieu, si cela peut vous être utile. Avant que l'Américain parte, la jeune infirmière le prit à part. Je voudrais éclaircir quelque chose avec vous. Le premier soir, dans cette ruelle obscure où nous nous sommes cachés, François et moi, qu'avez-vous vu et entendu? Eh bien, vous avez parlé de vos danses préférées. Vous lui avez dit que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez et il vous a répondu que vous arriviez toujours à vos fins. Puis j'ai entendu des bruits de froissements de tissu et des gémissements et là, j'ai préféré déguerpir sans bruit. Avant, je n'osais pas bouger de peur que vous me repériez. Et vous étiez dans la chambre voisine? Les murs étaient-ils insonorisés? Pas vraiment, Éléonore, je suis désolée. Quand elle revint, après avoir accompagné son invité, elle paraissait contrariée. François s'en aperçut. Éléonore, ça n'a pas l'air d'aller, lui demanda-t-il tout bas. J'ai demandé à Wilson ce qu'il avait vu dans la ruelle le premier soir. Et alors? Il n'a rien vu, mais il a entendu ce que nous disions, les gémissements. Et il nous entendait également quand nous étions dans la chambre. Ce qui est fait, dit François. C'est lui qui est fautif, après tout. Il nous espionnait. Au moins, la réputation des Français est confirmée. François, ce n'est pas drôle. Ah si. Imagine-le, le pauvre, tout seul dans sa chambre, se bouchant les oreilles pendant que nous prenions notre pied. Vu sous cet angle, répondit-elle en souriant, tu as raison, il a dû souffrir. Laurent et Gabriella étaient bien trop occupés à se bécoter dans le canapé. Ils n'avaient rien entendu. Leurs invités étaient partis. Ils pouvaient enfin se reposer. François passa ses 2 bras autour d'Éléonore. « Voilà comment j'aime te tenir quand je t'embrasse, dit-il. C'est exactement comme ça que j'aime que tu me tiennes. » Il l'embrassa, lui écarta les lèvres de sa langue, pressa un sein, puis la poussa en arrière pour l'allonger sur le lit, se pencha pour prendre le téton dans sa bouche. Éléonore se sentit aussitôt réagir, et son trouble crut en intensité quand François se mit à sucer et à mordiller un mamelon tout en caressant l'autre avec ses doigts. Elle se dégagea, entreprit de lui déboutonner sa chemise. « Que feras-tu quand le bébé viendra? Ils seront pleins de lait. »« Je promets de ne pas trop lui en voler. Mais tu peux être sûr que je goûterai, répondit-il en ôtant sa chemise. Penses-tu que tu ressentiras la même chose quand le bébé tétera? Éléonore réfléchit avant de répondre. Je ne pense pas. Un bébé tète si fort que les mamelons peuvent être douloureux quelquefois. Ce n'est pas le cas avec toi. D'ailleurs, souvent, il suffit que tu me touches les seins pour que j'aie cette sensation tout au fond de moi.
Je ne pense pas que cela arrive avec un bébé. Je verrai. Moi, il suffit que je te regarde pour avoir cette sensation, assura François. Il la débarrassa de l'académique de danse qu'elle portait encore, caressa le ventre encore plat, l'intérieur des cuisses. Il aimait la toucher à cet endroit. Elle acheva de se dévêtir, et il se releva pour enlever également le reste de ses vêtements. En se retournant, elle vit François sur un pied, mais le membre en érection. Elle ne put résister à l'envie de l'attirer vers elle, ce qui déséquilibra le jeune homme. Il tomba sur le lit dans un éclat de rire. « Comment veux-tu que j'enlève tout ça si tu es aussi impatiente ?» marmonna-t-il. D'une ruade, il expédia pantalon et caleçon au fond de la chambre, s'étendit à côté d'Éléonore, se souleva sur un coude pour la regarder. Il l'embrassa. Soudain incapable d'attendre davantage, il fut sur elle, lui écarta les jambes, trouva la fente chaude et humide et la pénétra. Il sentit la chaleur d'Éléonore caresser son membre. Elle se souleva pour mieux l'accueillir, gémit quand il s'enfonça profondément en elle. Il se retira, puis replongea en elle, encore et encore. Quand le rythme s'accéléra, elle arqua le dos pour diriger la pression de la hampe là où elle le voulait. C'était si bon. Elle était vraiment prête. Lui aussi. François eut l'impression qu'il allait exploser. Tout leur nerf était tendu dans l'attente du plaisir. Il n'avait plus conscience que de cela. Soudain, les ondes merveilleuses les enveloppèrent, déferlèrent en une exquise délivrance. François donna encore quelques coups de rein, puis s'effondra sur sa compagne. « Je t'aime, Éléonore, murmura-t-il. Je ne sais pas ce que je ferais si je te perdais. Je n'aimerais jamais que toi, promit-il, la voix étranglée par l'intensité de ses sentiments. François, je t'aime moi aussi, je t'ai toujours aimé. Des larmes sourdaient au coin de ses yeux, en partie à cause de la force de son amour pour lui, en partie à cause d'un désir si facilement attisé et si soudainement apaisé. Ils demeurèrent un moment sans bouger. Puis François se souleva, retira lentement son sac, s'éroula sur le côté. « Je craignais d'être trop lourd pour toi, » dit-il en posant de nouveau la main sur le ventre de sa compagne. « Tu ne l'es pas encore. Plus tard, peut-être, nous devrons nous soucier de trouver d'autres façons de faire, quand le bébé commencera à grandir dans mon ventre. » Ils restèrent un moment silencieux, et il se demanda si elle ne s'était pas assoupie. Il avait envie de recommencer, en prenant tout son temps cette fois, mais si elle dormait... « Je me demande à quoi aurait ressemblé Carla, dit-elle soudain. Elle aurait dû naître fin juin. J'y pense souvent aussi. Chaque fois que je dois prendre cet escalier, je repense à ce qui s'est passé. Et si je perdais ce bébé? » Éléonore redevint silencieuse. « C'était un accident. Cette fois, il n'y a pas de raison que tu perdes ce bébé. Tu as peur? Peur de faire de nouveau une fausse couche? Je ne peux pas m'en empêcher, mais tu as raison. Cette grossesse est différente et je me sens en pleine forme. Et j'espère que l'accouchement se passera bien. Je voulais tellement ce premier bébé. » Elle se mit à pleurer. Il la prit dans ses bras. « C'était horrible, poursuivit-elle. Je ne pouvais pas accepter de le perdre. » Il la serra contre lui pour la consoler. Ça avait été une dure épreuve. Lui aussi avait peur qu'elle revive ce traumatisme, mais elle ne présentait pas de facteur de risque. La fausse couche tardive qu'elle avait faite était liée à un acte criminel. Cette fois, aucune menace ne pesait sur elle. Julia était incarcérée Dieu sait où, et il s'en moquait. À la pensée de celle qui avait provoqué la mort de leur bébé, il ressentit une bouffée de haine. Il était tellement abîmé dans ses pensées qu'il n'avait pas remarqué que les sanglots d'Éléonore avaient cessé. Il la regarda et sourit. Endormie, elle respirait paisiblement. Il dégagea son bras, le plia, l'étendit plusieurs fois pour rétablir la circulation, et bâilla. Il tombait de fatigue, lui aussi. Il éteignit la lumière, chercha à tâtons le corps de sa femme endormie, et se blottit contre elle.